Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance, le nom du bal perdu. Heureux de vous accueillir pour ce 3e numéro réalisé ici à Villeurbanne, au TNP, à l'occasion des Langagières. Merci le TNP. Et je ne peux pas résister à l'envie, avant de vous présenter nos invités, d'évoquer un très très beau livre dans le cadre de ma lutte contre l'immédiateté contemporaine et pour un retour à une temporalité qui permet d'exister tel qu'on a envie de le faire. Très beau livre, Une vie comme les autres, roman chez Buchet-Chastel, de Ania Yanagihara, et un roman qui traite de l'amitié entre quatre garçons new-yorkais sur une trentaine d'années dans ce siècle. Et cette amitié me fait penser à Cézanne et moi, qui est un de vos films, hein, Cézanne et Zola, ces deux amis qui se déchirent alors qu'ils se connaissent depuis très longtemps dans leur qualité artistique singulière. Et extrait, évidemment, qui a à voir avec les Langagières de ce livre « Une vie comme les autres », que je vous livre. On pouvait désormais lire de la poésie dans le métro. Au-dessus des rangées de sièges en plastique moulé, entre les publicités pour des cabinets de dermatologie ou pour des entreprises promettant l'obtention de diplômes d'universitaires par correspondance, s'étalaient de longs panneaux plastifiés sur lesquels des poèmes étaient imprimés, du sous Stevens, du sous Rothke ou du sous Lowell, des vers destinés à ne déranger personne, la beauté et la colère réduits à des aphorismes creux. C'était en tout cas ce que J.B. ne se lassait pas de dire. Ces poèmes avaient fait leur apparition quand il était en classe de première et depuis 15 ans, il n'avait de cesse de s'en plaindre. Au lieu de financer un art authentique et de vrais artistes, il donne de l'argent à une bande de vieilles filles bibliothécaires et de pédés collés-montés pour sélectionner cette merde, hurlait-il à l'adresse de Willem par-dessus le bruit assourdissant qu'émettaient les freins de la rame de métro de la ligne F. Ce ne sont que des poèmes de merde à la Edna Saint-Vincent-Millay ou alors des poètes carrément valables qui se sont fait châtrer. Et puis ce sont tous des blancs, t'as remarqué ? Non mais putain, ils croient quoi ? Voilà pour ce conseil de lecture, Une vie comme les autres, Ania Yanagihara. Merci à vous, Daniel Thompson, merci à vous, Pascal Grégory. Aujourd'hui, alors que nous enregistrons cette émission, c'est une soirée spéciale Chéreau. Va être diffusée La Reine Margot, dont vous êtes la scénariste, Daniel Thompson, dont vous êtes l'un des acteurs, Pascal Grégory. Et par ailleurs, Pascal Grégory, vous nous avez proposé tout à l'heure un spectacle dans lequel vous avez repris les paroles de Chéreau, notamment une parole que je vous soumets à tous les deux. Vous dites, Pascal Grégory, reprenant Chéreau, « Je suis la somme de toutes les personnes que j'ai rencontrées. De quelle somme êtes-vous le résultat, Daniel Thompson ?» Mon Dieu, quelle question extraordinaire. L'émission dure 2 heures. J'espère bien. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est un mélange entre les différentes cultures qui vous sont apportées par les personnages qui nous entourent. Et alors, il y a bien sûr l'enfance. L'enfance, c'est très important. On sait tous que cette sorte de bain dans lequel on a vécu enfant. Moi, j'ai vécu justement avec des parents qui étaient tous les deux comédiens. Qui étaient tous les deux jeunes. Qui étaient tous les deux très jeunes, qui avaient 20 ans pendant la guerre. Et donc, j'étais fille unique. Donc, j'ai eu une vie de fille unique merveilleuse. On n'arrêtait pas de me dire, tu voudrais pas avoir un petit frère ou une petite sœur? Je disais non, surtout pas. Et je dois dire que j'ai adoré cette vie avec ses parents tout jeunes.
qui m'emmenait un peu partout et qui m'emmenait au théâtre. Voilà, tant pis, tu te lèveras demain matin, tu iras au lycée, mais tu te couches à 2 heures. Et puis c'est plus facile quand l'enfant est unique. Hein. Voilà. Il y en a moins à traîner. Voilà. Donc j'étais beaucoup dans les coulisses des théâtres et j'étais au fond des théâtres quand mon père répétait des pièces, notamment avec son ami Raymond Rouleau, qui est un metteur en scène merveilleux dont on ne parle plus aujourd'hui, mais on devrait. Et donc voilà, j'ai eu cette merveilleuse enfance dans cette roulotte qui était notre maison, avec des gens qui étaient curieux et qui vivaient dans une grande fragilité, puisque c'est un métier très fragile. J'ai vraiment... Enfant de la balle. Enfant de la balle. Qui tire la langue, par ailleurs, hein, puisque c'est au sens oui, le plus enfin, symbolique du j'ai terme. eu une enfance très heureuse, mais j'ai eu cette sensation de cette vie d'artiste et de cette insécurité perpétuelle que je pense m'a bien marqué, bien servi. Plus tous ceux que vous avez rencontrés. Alors ensuite, bien sûr. Ensuite, la dimension américaine, vous avez vécu 10 ans aux États-Unis, vous êtes marié jeune avec un Américain, vos 2 enfants sont américains. Est-ce que la culture américaine a influencé votre rapport au monde et comment? Ça vous a désaxé de là? Il y a une énorme influence. Moi, je suis arrivée à New York, c'était vraiment les années de la culture pop. C'était des années extraordinaires. Et donc, quand on a entre 20 et 30 ans, vivre ces 10 ans-là à New York, à l'époque, donc entre 63, 64 et 75, oui, ça m'a beaucoup marqué. Alors, ça m'a ouvert. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que j'ai raté des choses en France pendant ce temps-là. Mais j'ai été beaucoup imprégné de cette culture américaine. Alors, quand je repars sur votre question d'origine, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de mon père dans les gens qui m'ont le plus influencé, puisque c'est lui qui m'a d'ailleurs extirpé de New York d'une certaine manière, parce que je crois qu'il prenait très mal que je vive là-bas. Et donc, il m'a récupéré pour cette fameuse première écriture de La Grande Vadrouille. Et c'est vraiment grâce à lui que je me suis dit, mais voilà, c'est un métier, ce métier de scénariste que j'ai exercé pendant la plus grande partie de ma vie, avant de faire de la mise en scène. Je me suis dit, mais c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je veux faire, parce que je pense que entre 18 et 22 ans, c'est terriblement difficile de décider ce qu'on va faire dans la vie. Donc j'étais partie, j'avais fait du droit, je m'étais dit après je voulais faire de l'histoire de l'art, enfin je cherchais un peu où j'allais, et puis là je me suis dit, ben voilà, c'est là que je vais. Et pour vous, Pascal Grégory, de quelle somme êtes-vous le résultat? Moi, je vais reprendre la phrase de Patrice, parce que je pense qu'elle correspond. Elle est une phrase que tout le monde peut dire, enfin tout le monde, tous les gens en tout cas qui ont déjà un passé, pas évidemment, mais même des gens jeunes. Donc oui, c'est vrai, je suis aussi la somme de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est certain, dont Patrice, qui m'a énormément évidemment influencé, non seulement dans ma vie intime, dans ma vie sentimentale, mais aussi dans ma vie professionnelle, évidemment. On ne sort jamais innocent quand on a travaillé avec un metteur en scène de cette qualité, quoi. Et surtout que je crois que je suis le metteur en scène, l'acteur qui a le plus travaillé avec lui, aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Donc forcément, ça marque. Restons sur cette soirée Chéreau qui a été proposée ici au TNP. Et il y a un mot chez Chéreau, un mot que je peux vous soumettre à l'un et à l'autre, c'est l'idée de perfectionniste. Chéreau était quelqu'un qui disait toujours non avant d'oser dire oui. Oui. Le perfectionnisme. Oui, quand il faisait des mises en scène, on lui proposait, nous acteurs, des choses. Parce que, comme il le dit aussi souvent, il faut qu'il trouve des gens qui lui résistent. Il aime les acteurs qui lui résistent. Il aime travailler avec des gens, des femmes, des hommes qui lui résistent. Parce qu'il y a un travail commun à ce moment-là qui se forme. Et effectivement, en tant qu'acteur, qui a beaucoup évidemment travaillé avec lui, c'est vrai que je lui proposais des choses, je lui proposais beaucoup de choses, on lui proposait beaucoup de choses. Et la première chose qu'il nous disait, c'était non. Donc on le savait évidemment, et donc on attendait, on laissait un petit peu le temps passer, on faisait ce qu'on voulait, ce qu'on lui avait proposé. Il nous avait dit non, on lui faisait, et à ce moment-là il disait oh, oui.
Mais c'est vrai que c'était le premier. Mais parce que, en fait, c'était quelque chose. C'est pas qu'il voulait s'approprier l'idée, c'est pas ça. Pas du tout. Il était beaucoup trop intelligent pour ça, évidemment. Mais c'était au contraire pour amorcer quelque chose avec les acteurs avec qui il travaillait. Aller chercher le Parce meilleur. que si on dit oui, évidemment, plus rien n'est forçant. amorcé. C'est oui, bon, bah c'est oui, quoi. Pour vous, Daniel Thompson, l'idée du perfectionnisme, et j'ajouterais presque le mot entonnoir, puisque quand on écrit des scénarios, et j'en ai lu beaucoup pour avoir été président de la commission de l'aide à l'écriture au CNC, il y a ce besoin de faire décanter l'écriture, notamment d'un scénario, avec les dialogues. Comment est-ce que vous êtes perfectionniste ? Enfin oui, j'en parlais tout à l'heure quand on a eu cette petite séance avec le public. C'est vrai que quand je me suis retrouvée avec Patrice, j'ai eu l'impression de me retrouver avec mon père. Non, Patrice était plus jeune que moi, mais je veux dire, j'ai retrouvé ce perfectionnisme, ou en tout cas cette passion du travail et cette manière de toujours chercher mieux et de toujours chercher plus. Et que ce soit dans le domaine de la comédie, dans le domaine de la tragédie, c'est la même chose. Je veux dire, c'était l'un et l'autre des hommes qui se sont rencontrés, d'ailleurs, parce qu'évidemment, je les ai fait se rencontrer. Et il y avait quelque chose. Il y a d'autres metteurs en scène, bien sûr, beaucoup. C'est un métier qui vous habite et qui est un métier très obsessionnel, la mise en scène, je pense. Parce qu'on rentre après les répétitions, après une séance de travail sur un scénario, et la nuit, on continue à gamberger sur effectivement les oui, les non. Ça revient presque au même d'ailleurs finalement de dire oui ou non, parce que finalement on laisse les comédiens ou le co-scénariste, parce que c'est un petit peu la même chose, partir dans ce qu'il veut vous proposer. Et puis, voilà, où on se dit, on va se mettre de bonne humeur, on va dire oui, mais en fait, on va quand même voir ce qu'on peut faire d'autre. C'est jamais oui vraiment ou non vraiment. C'est ça la base même du travail. D'un côté, on a Chéreau. Chéreau, c'est le Ring, c'est Bayreuth, c'est ceux qui même prendront le train. Sont des choses extrêmement dures, extrêmement fortes. De votre côté, c'est plutôt un cinéma populaire. Bien sûr, il y a Rabbi Jacob, il y a Le Cornio, il y a La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs. Qu'est-ce que c'est que cette rencontre assez improbable, finalement, entre l'exigence de Chéreau et l'exigence de cinéma populaire qui est la vôtre ? C'est ce qu'on nous a demandé beaucoup à l'époque, quand Patrice a eu l'idée de me demander de travailler avec lui. D'ailleurs, c'est passé de manière très, très drôle parce qu'il m'a appelé un jour, on se voyait de temps en temps, parce qu'en fait, Albert Kosky, l'homme de ma vie, avait demandé à Patrice alors ça aussi, c'était une aventure intéressante de participer à la mise en scène d'un spectacle qu'il produisait avec Jacques Higelin. Pour vous dire qu'on était parti encore dans un autre registre. Tu te souviens de cet épisode? Ouais. Et donc, Patrice était venu, avait essayé d'organiser un peu Jacques Higelin, qui était un personnage assez fabuleux, mais qui n'était pas organisable. Et donc, ça n'avait pas fait long feu. Et puis, on était devenus amis et on se voyait beaucoup, et ensemble avec tous les trois. Et puis, il a été très perturbé parce qu'il travaillait sur une adaptation des Trois Mousquetaires et qu'en cours de route, il s'est aperçu que Jean Becker était en avance sur ce projet, qui d'ailleurs ne s'est pas fait, mais enfin, ce sont les histoires de cinéma typiques. Et donc, il m'a appelé un jour en me disant: est-ce que tu as une idée? Et j'ai tout de suite pensé à La Reine Margot, que j'avais lu, que j'avais adoré. À l'époque, parce que bon, j'avais lu beaucoup de romans de Dumas, parce que mon père, quand j'étais enfant, aimait Alexandre Dumas et me donnait ses livres. Et donc, je me souviens très bien que je ne trouvais plus La Reine Margot, parce que ça a été beaucoup édité depuis le film de Patrice. Mais à l'époque, c'était un Dumas un peu oublié. Et donc, j'ai fini par le trouver. D'ailleurs, c'est mon père qui l'a trouvé et qui me l'a donné. Et je suis partie pour Avignon, où il montait Hamlet. Et je lui ai apporté le livre. Et pendant tout ce temps-là, un petit peu d'ailleurs comme procédé Patrice, qui est une des phrases qui revenait souvent dans ce que tu racontais tout à l'heure, c'est le mot malentendu, parce que c'était un mode de fonctionnement, traduction et de construction qui était très intéressant, qui d'ailleurs beaucoup
qui apparaît beaucoup dans La Reine Margot, parce qu'en fait, ce massacre est un malentendu au départ. C'est pas organisé. La Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy. Donc voilà. Et je savais toujours pas si, en fait, tout ça allait mener au fait qu'il allait me dire, bon, est-ce que tu veux travailler avec moi? Parce que je me suis dit, Chéreau ne va jamais me demander de travailler avec lui. Qu'est-ce qui lui prend de m'avoir demandé si je pensais moi à quelque chose? Et en fait, il avait envie de faire un film très populaire. C'est ça. Et il s'est dit, peut-être qu'avec elle, je vais arriver à trouver cette espèce de cote mal taillée entre ce qui était ce qui le nourrissait et ce qui, moi, m'avait nourri, donc, avec les films comme Rabbi Jacob ou La Grande Vadrouille, des films qu'il aimait, d'ailleurs. Un mot que je peux remettre ici, Pascal Grégory, c'est l'idée de la solitude. La 76 Beyrouth, c'est une catastrophe absolue par rapport à l'accueil du public. Ce sera réglé l'année suivante parce que Chéreau a la volonté de tout repenser, de tout imaginer de nouveau avec le décorateur Peduzzi. Alors, Chéreau dit, bien sûr, il parle de la question du texte, et il dit cette nécessité d'aller chercher ce que le comédien ne sait pas. Et il dit un tout petit peu plus loin, il faut, et j'aime, faire avec des gens aimés. Il se trouve que vous avez une relation extrêmement personnelle, une vie intime avec Chéreau. Vous avez tourné avec lui, vous avez joué avec lui chez Coltès, dans La solitude des champs de coton. Comment est-ce qu'on met en place cette dialectique quand il y a de l'intime et du professionnel? C'est comme toutes les histoires. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui non, ont parce que vécu je me permets de dire ça parce que en avec fait, des metteurs en scène et qui sont un peu dans votre spectacle, vous lisez des courriers personnels. Oui, bien sûr, parce que j'ai eu une grande correspondance avec Patrice et je vous ai épargné des correspondances plus intimes. Donc, et celles-ci sont, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, il y en a 4 dans le spectacle, mais elles sont intéressantes parce qu'elles dévoilent des choses qu'on connaît peu de Patrice Chéreau. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce spectacle, évidemment. Mais les relations, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les relations entre un metteur en scène et un acteur de cette nature très particulière, ou d'une actrice, d'un metteur en scène, ou d'une actrice avec une femme metteur en scène, enfin peu importe la nature de la sexualité, c'est pas ça le problème. C'est que forcément, inévitablement, quand on est emporté par cette passion, je dirais, eh bien, on est meilleur que tout. Enfin, je veux dire, c'est le rêve de tous les acteurs, de toutes les actrices, de vivre quelque chose de cette sorte, de cet ordre-là. Car Patrice me connaissait intimement, me connaissait profondément, me connaissait vraiment très bien. Moi aussi, je le connaissais très bien. Donc pour lui, c'était comme un défi de montrer des choses au public que personnellement, je n'avais jamais montré. Moi, je venais d'un univers très différent. Je venais des films de Eric Rohmer, que Patrice d'ailleurs n'aimait pas et qui s'est mis à aimer petit à petit. Et pour lui, c'était comme oui. Et c'était comme un défi pour lui de montrer que j'étais capable de vraiment d'autre chose. Il disait des choses très intéressantes. Il disait par exemple, un acteur doit se servir de ses défauts. Or, un acteur a très peur, enfin tout le monde d'ailleurs, a très peur de ses défauts. On les utilise, on n'a pas envie de les utiliser. On n'a pas envie que les gens voient vos défauts. Et en tant qu'acteur, encore moins, puisqu'on est dans la lumière. Mais il disait non, il faut se servir de ses défauts parce que c'est comme ça qu'on crée un personnage. C'est comme ça que les personnages sont vivants. C'est grâce aux défauts, évidemment aux qualités, mais aux défauts, c'est essentiel. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça qu'il Quels sont vos défauts? appris. Je suis... oh, j'en sais rien, enfin, je sais pas. Oh ben, écoutez, c'est votre fête. Hein, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous pensez? Quels sont mes défauts? Non, mais puisque vous en parlez. Non, je suis quelqu'un... D'ailleurs, je le dis, à un moment donné, Pascal est très secret. Enfin, je ne sais pas ce que je dis, qui parle de moi dans ce que je dis dans le spectacle. Il est beaucoup plus secret, il se ferme plus vite. Je suis très intransigeant, je suis quelqu'un de peut-être un peu égoïste à sa manière, comme un peu tout le monde, quoi. Mais voilà, j'ai une nature assez protestante, je dirais. Voilà. Je vous propose de faire une virgule langagière et écouter l'un des comédiens du TNP, c'est Maxime Mention. Le texte est de Loïc Demey, Jeu d'un accident ou d'amour. C'est la première publication de ce texte de Loïc Demey, qui est professeur d'éducation physique en Lorraine, qui aime détourner et bousculer la langue afin d'y trouver une tonalité et de mettre cette tonalité au service de l'histoire. On vous écoute, Maxime.
Je, Adrien, et Adèle en tête. Elle m'obsession. Ses grands yeux verts dans mon regard me folie. Ivresse d'Adèle. Hier soir encore, ici même, assise en couturier après l'amour et bouteille de vin blanc tiède. Adèle. Seulement Adèle. Excès d'août et de lumière. Je me lis, je me drap et les rideaux tirés. Je me cigarette roulée et m'absence la force de dehors. J'invention une maladie au bureau. Je me fièvre et me courbature, je me vomissement, probable insolation. Plus rien d'importance depuis cette fille sur une chaise verte du jardin du Luxembourg, voilier miniature et lecture de poche. Instinctivement, je pas vers elle et lui parole futile. Le soleil, d'abord, la chaleur, ensuite, Mac Ewan, enfin. Elle me réponse courte, elle se mèche de cheveux châtains et fins derrière l'oreille. Elle se surprise, puis me spontanément « Oui, bon, sur la plage de chez Steele. » Je causerai d'autre chose, de musique, d'elle. Je lui proposition d'un café en terrasse. Elle acceptation, cité, verre. Mégot dans le cendrier lorsque sonnerie du téléphone. 5e appel, patiemment et nerveux. Nouveau, longtemps du message. Delphine se colère et se plainte. Mais Adèle, rien qu'Adèle. Depuis, ma pensée se désorbe. Mon langage se confusion. D'un commencement comme ça. Je voiture Adèle jusqu'à la gare de l'Est. Elle se départ chez elle, distance d'ici, bien trop loin. Elle m'amoure, je l'énormément, mais elle sans retour, à 300 kilomètres. Je le revoir du quai. Elle me cadeau d'un baiser avant disparition. Je larme et main juste. Je me rage. Je me seule en voiture. Je me ville, me boulevard périphérique. Je sanglot de plus grand et m'aveuglement avec peine et courroucé. Je me vitesse et perte de contrôle. Je me dérapage. Un arbre. Ma tête se coud dans le volant. Je m'inconscient puis m'ouverture un œil. Rétroviseur. Rien de gravité. Ou presque rien. Merci. Daniel Thompson et vous, Pascal Grégory, on parlait de la reine Margot. Tout à l'heure, Daniel Thompson, vous avez dit que le massacre de la Saint-Barthélemy était presque un hasard. Aujourd'hui, la société contemporaine, la Méditerranée qui est un cimetière pour les réfugiés, comment est-ce que vous êtes sensible à la société contemporaine? Comment est-ce que vous réagissez à ce que vous voyez autour de vous? Moi, je suis très, très sensible en ce moment à cette question parce que je suis en train d'essayer, et je le dis vraiment en toute humilité, avec mon co-scénariste Jules, d'écrire une suite aux aventures de Rabbi Jacob qui s'appellerait, et ça c'est son idée à lui, et c'est une jolie idée, Rabbi Jacqueline, qui serait donc une comédie qui se passe aujourd'hui et qui... dans laquelle on essaye de garder une sorte d'ADN du premier film. Ma seule consolation, étant donné la difficulté du projet, c'est à quel point c'était déjà difficile à l'époque où nous avions écrit Les aventures de Rabbi Jacob. C'était un scénario coriace, dirons-nous. Et d'ailleurs déjà, tout de même, bien sûr, complètement dans l'air du temps, et déjà une histoire dans laquelle on parle de juifs, d'arabes,
de kidnapping, de lettres piégées, d'avions hijackés. Enfin bon, on est dans cette époque et on est évidemment complètement imprégné de cette époque. Donc c'est le même exercice et l'époque est encore plus difficile. Et évidemment, on est complètement habité par ce qui se passe. Et alors, il y a énormément aujourd'hui de films sur ce qui se passe en ce moment. On n'a qu'à voir tous les films du Festival de Cannes ou les films qu'on voit et qu'on aime, qui bien sûr parlent des problèmes de la société d'aujourd'hui. Mais alors, une comédie, c'est un très vaste programme. Et c'est vrai que c'est votre question, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que je suis dedans jusque-là. J'imagine. Et que fait cette femme, que fait cette Jacqueline dans une société qui a connu cette révélation due au MeToo, à la campagne MeToo? Mais ça, je ne peux pas vous dire. Non, mais ça, vous alors, verrez le film. Comment est-ce que vous, qui connaissez bien le cinéma américain et qui avez observé la dénonciation qui a eu lieu après l'affaire Weinstein dans les relations entre les hommes et les femmes, comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous pouvez le comparer à ce qui s'est passé en France où ça reste vaguement rampant, cette dénonciation. Vous savez, on ne va pas aborder tous les sujets dans ce film. Donc déjà à l'époque des aventures de Rabbi Jacob, il existait le mouvement de libération des femmes, Women's Lib, etc. Ce n'était pas le sujet du film. Donc ce ne sera probablement pas le sujet du film non plus. Mais on a déjà bien à faire avec un film d'aventure, puisque Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est un film d'aventure. C'est un film, bon, je touche du bois qui est très, très, très drôle et que j'adore. Bois dur, hein. Oui, absolument. Décor de... Mais c'est un grand film d'aventure sur des mésaventures ancrées dans l'époque. Et voilà, donc pour l'instant, nous ne sommes pas non plus penchés sur les questions féminines dans le film. Pascal Grégory, ceux qui m'aiment prendront le train, évidemment, mais dans une société... C'est un scénario de Daniel. Oui, non, mais... Avec Patrice et Pierre Trévidic. Mais quand même. Et l'idée du titre de Daniel, qui a eu l'idée du titre. Très beau titre, hein, d'ailleurs. Le titre n'est pas de moi, le titre est quelque chose... Non, mais c'est toi qui l'as proposé à Patrice. Oui, parce que François Reichenbach, dont vous avez peut-être connu les films et qui est un homme que j'aimais profondément, m'a dit sur son lit, qui malheureusement est devenu son lit de mort à l'hôpital, je voudrais être enterré à Limoges. Et comme je voulais lui l'égayer un peu, je dis oh, ben non, c'est pas très rigolo pour les copains de se taper d'aller à Limoges. Et il m'a répondu ceux qui m'aiment prendront le train. Ceux qui m'aiment prendront le train. J'ai tout de suite évidemment raconté ça à Patrice. On était en train de travailler sur La Reine Margot. Et puis cet enterrement a eu lieu et puis ça a donné le départ du film. Et vous, Pascal Grégory, la société contemporaine, cette société dans laquelle il y a de plus en plus d'amis, mais de moins en moins d'amour, avec les réseaux sociaux notamment. Vous dites qu'il y a de moins en moins d'amour et de plus en plus d'amis? Non, il y a moins en moins d'amis. Il y a de plus en plus d'amis, mais de moins en moins d'amour. Parce qu'il y a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de faux amis. Sur et les réseaux sociaux. Et de moins en moins d'attention portée à l'autre. Vous parlez des réseaux sociaux qui sont des faux notamment. Oui, c'est sûr. C'est l'immédiateté contemporaine d'une autre manière. Non, c'est certain. Mais pour les gens qui ont 20 ans ou 19 ans ou 18 ans maintenant, c'est sûr qu'ils sont baignés là-dedans. Donc enfin moi, ma génération, on n'a pas connu ça, et Daniel non plus, les réseaux sociaux, tout ça. Donc on avait des liens beaucoup plus profonds, je dirais. Entre les amis, entre les gens et tout ça. Maintenant, c'est tellement succinct, c'est tellement léger, c'est tellement... Je me souviens, pour ceux qui m'aiment prendront le train, qu'on avait beaucoup parlé de Patrice, qu'il y avait déjà des portables. Ça commençait. Et Patrice résistait et n'a pas voulu de portable dans le film. Parce qu'évidemment, quand on travaillait sur... parce que en fait, ça change tout dans nos manières de vivre. Et donc, ça a été peut-être un des derniers murs, ce film... Et le SMS et la lettre, c'est un grand paradoxe contemporain. Patrice aimait beaucoup les cartes postales et il aimait beaucoup les lettres. Il écrivait beaucoup, et c'était son moyen de communication, il adorait ça. Et il s'est mis au SMS. Oui. Oui. Quelques années avant sa mort, il écrivait en envoyant des SMS. J'ai un dernier mot et une dernière question à vous poser. Le dernier mot à vous proposer, c'est le mot solitude. Pascal Grégory, vous avez connu des moments de solitude dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle.
Comment est-ce que vous réagissez à ce mot solitude? C'est un mot qui est derrière vous ou qui... Oh non, 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 il n'est pas du tout derrière moi. La solitude, on l'a en soi, mais tout le monde l'a. Enfin, je veux dire, ça fait partie de soi, la solitude. C'est le pendant du monde fou dans lequel on vit. Donc la solitude, parfois, elle est très, très, très salutaire. La solitude, ça fait du bien d'être seul quand même. Enfin, de se retrouver seul. Mais ça ne veut pas dire qu'on est seul de cœur. On peut vivre avec quelqu'un, être marié avec quelqu'un, vivre une histoire d'amour et être aussi seul, être solitude. Daniel, Enfin, devant cette gaieté tonitruante, si vous aviez à décliner le mot solitude, qu'en diriez-vous? Je dirais que ce sont des moments, c'est peut-être l'incompréhension des autres. Je dirais que les moments de solitude, voilà, c'est la sensation que des gens qu'on aime ou qu'on admire ou enfin surtout des gens qu'on aime ne vous comprennent pas. Et je trouve que c'est ça qui, moi, me déclenche l'idée de la solitude. De la nécessité d'oser penser contre soi. Il est de tradition de terminer cette partie de l'émission en demandant à chacun de nos invités quel est le conseil de lecture, ou de film d'ailleurs, pour nos téléspectateurs. Ce que je demande à tous les invités. Vous voulez parler de quoi? De livres contemporains? Ou de livres que vous conseillez à quiconque de lire. Alors, moi, je viens de découvrir Le Mépris de Moravia, que je n'avais jamais lu. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire aussi quand on revoit le film et quand on a revu le film et qu'on lit le livre. C'est absolument magnifique. La question du rapport à l'autre, centrale. Et pour vous, Pascal? J'hésite entre Balzac et Zola parce qu'en fait, je lis les deux en ce moment. Je lis beaucoup de livres en même temps. Je lis les Rougon-Macquart, que j'avais jamais lu. Ouais. Donc c'est long, hein. Il y a 20 livres. 20 volumes. 20 volumes. Et je viens de lire alors quelque chose de très court, qui est admirable, mais vraiment je ne connaissais pas, qui s'appelle Sarrasine. C'est une très courte nouvelle de Balzac, écrite par Balzac. Et c'est l'histoire d'un castrat. Une histoire d'amour. Comme quoi. Conseil de lecture. Merci Daniel Thompson. Merci Pascal Grégory de vos conseils de lecture et de nous avoir fait revivre un peu à la fois la Reine Margot, mais à la fois votre profession de scénariste et de réalisatrice, votre profession de comédien. Je vous propose d'écouter Clément Morinière, qui a bâti un spectacle dans le cadre des Langagières, qui a pour titre « Mon cœur, pareil à une flamme renversée ». C'est un spectacle qui est bâti autour de Guillaume Apollinaire. En voici un extrait. Guillaume Apollinaire, Les Collines. Certains hommes sont des collines qui s'élèvent d'entre les hommes et voient au loin tout l'avenir, mieux que s'il était le présent, plus net que s'il était passé. Moins haut que l'homme vont les aigles, c'est lui qui fait la joie des mers, comme il dissipe dans les airs l'ombre et les spleens vertigineux par où l'esprit rejoint le songe. Voici le temps de la magie. Il s'en revient. Attendez-vous à des milliards de prodiges n'ayant fait naître aucune fable, nul les ayant imaginés. Profondeur de la conscience, on vous explorera demain. Et qui sait quels êtres vivants seront tirés de ces abîmes avec des univers entiers. Voici s'élever des prophètes, comme au loin des collines bleues. Ils sauront des choses précises, comme croient savoir les savants, et vous transporteront partout. La grande force est le désir. Et viens que je t'embrasse au front, ô légère comme une flamme, dont tu as toute la souffrance, toute l'ardeur et tout l'éclat. L'âge en vient, on étudiera tout ce que c'est que de souffrir. Ce ne sera pas du courage, ni même du renoncement, ni tout ce que nous pouvons faire. On cherchera dans l'homme même, beaucoup plus qu'on y a cherché. On scrutera sa volonté, et quelle force naîtra d'elle, sans machine et sans instrument. Tant des déserts, des carrefours, tant des places et des collines. Je viens ici faire des tours,
où joue son rôle un talisman, mort et plus subtil que la vie. Je me suis enfin détaché de toute chose naturelle. Je peux mourir, mais non pécher. Et ce qu'on n'a jamais touché, je l'ai touché. Je l'ai palpé. Et j'ai scruté tout ce que nul ne peut en rien imaginer, et j'ai soupesé maintes fois même la vie, impondérable. Je peux mourir en souriant. Bien souvent, j'ai plané si haut qu'adieu toutes les choses, les étrangetés, les fantômes, et je ne veux plus admirer ce garçon qui mime l'effroi. Il vient un temps pour la souffrance. Il vient un temps pour la bonté. Jeunesse, adieu, voici le temps où l'on connaîtra l'avenir, sans mourir de sa connaissance. C'est le temps de la grâce ardente. La volonté seule agira. 7 ans d'incroyables épreuves. L'homme se divinisera, plus pur, plus vif et plus savant. Il découvrira d'autres mondes. L'esprit languit comme les fleurs dont naissent les fruits savoureux que nous regarderons mûrir sur la colline ensoleillée. Je dis ce qu'est au vrai la vie. Seul je pouvais chanter ainsi. Mes chants tombent comme des graines. Taisez-vous tous, vous qui chantez. Ne mêlez pas l'ivraie au blé. Habituez-vous comme moi à la souffrance que j'endure, à la bonté qui va régner, et vous connaîtrez l'avenir. C'est de souffrance et de bonté que sera faite la beauté, plus parfaite que n'était celle qui venait des proportions. Il neige, et je brûle, et je tremble. Mais ce sont de petits secrets. Il en est d'autres, plus profonds, qui se dévoileront bientôt et feront de vous 100 morceaux à la pensée toujours unique. Mais pleure, pleure et repleurons. Et soit que la lune soit pleine, ou soit qu'elle n'est qu'un croissant, ah, pleure, pleure et repleurons. Nous avons tant ri au soleil. Des bras d'or supportent la vie. Pénétrez le secret doré. Tout n'est qu'une flamme rapide que fleurit la rose adorable et d'où monte un parfum exquis. Merci Christian Schiaretti de nous avoir rejoints. On a entendu tout à l'heure Maxime Mention et Clément Morinière. Il n'y a plus de permanents, il n'y a plus de troupe permanente au TNP. Non, parce qu'il y a une troupe permanente souterraine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont installés ici et qui donc sont ou villeurbanais ou lyonnais, et qui donc composent au fond une troupe, souterraine, qui n'a pas l'officialité de la fiche de paye, quoi. Ça, j'ai dû arrêter parce qu'en 2016, je devais subir aussi l'agressivité, on va dire, d'un ministère de la Culture qui voulait renouveler à tout crin les directions. Et à ce moment-là, il a fallu, moi, que je révise toute ma politique, enfin, mon positionnement. Et donc, j'ai commencé à d'arrêter la permanence et de salarier les acteurs mensuellement. Parce qu'une permanence, c'est ça. Mais en même temps, il faut savoir qu'il n'y a pas de statut pour les acteurs permanents. C'est-à-dire, il y a un statut pour les acteurs intermittents qu'on connaît bien et pour lesquels on lutte, voilà. Mais dans les maisons, soit l'acteur devient permanent à part entière en CDI et il doit se débrouiller avec le désir des directeurs successifs. Or, la création, notamment théâtrale, est basée sur un désir et pas sur un contrat. Donc, en général, ils refusent. Et si on veut créer des CDD à durée indéterminée, qui correspondraient en gros au mandat du directeur, là, c'est le SFA qui dit non, on veut des... Donc, on n'a pas de statut. Les langagières, oui. Est-ce que c'est un pari? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est couillu, si vous me passez la trivialité de l'expression, dans le monde contemporain? Non, je ne dirais pas que c'est couillu, parce que ça pourrait reposer d'une certaine façon sur une certaine convention. Vous l'avez créé à Reims avec... Je l'ai créé à Reims avec Jean-Pierre Siméon à la suite d'une rencontre éblouissante avec André Chédid. Voilà, ça part de là. Et moi, c'était strictement esthétique, c'était au départ. Ça n'avait pas cette dimension, disons, d'ouverture publique, non. C'était le fait de dire qu'il y avait une perte de discipline, et dans le domaine du théâtre et de l'art dramatique, en regard de la grande tradition du théâtre d'art français, voilà, et de la complexité de la langue française. La complexité grammaticale, la complexité
tonique, enfin, la question de la tension et des accents toniques de la langue française, et puis du point de vue de l'histoire politique de la langue française. À quel point elle est liée au pouvoir politique, et à quel point elle se déploie dans une tradition aristocratique, c'est-à-dire qui recentre au niveau du parler bien. Voilà. Donc j'avais envie, moi, de réinterroger la formation disciplinaire de l'art dramatique, qui était en perdition de sa tradition poétique. Le théâtre d'art en France, qui a influencé le théâtre public, c'est Paul Fort. Paul Fort, il ouvre le théâtre d'art avec Rimbaud. Donc la messe est dite, c'est pas mal. Mais ça donne ça y est, on a un cahier des charges. Donc je voulais remettre le poète au centre du théâtre et donc du coup de la cité par voie de conséquence. Voilà. On entend parler d'assises, il faut faire des assises de la langue française. On l'entend, il y a eu des déclarations, et pas des moindres d'ailleurs. Hein. Salnave, par exemple, Debray a cette idée-là aussi, Julliard en parle également, mais l'assise du théâtre, c'est le théâtre. De la langue française, c'est le théâtre. Le théâtre est fondé sur une assise de la langue au sens propre. C'est le lieu. Donc on a fait ça. Alors, c'était militant d'une certaine façon, mais c'était surtout... j'avais pas une envie de provocation. La provocation, elle se faisait sur le plateau par les travaux que je faisais. C'est-à-dire que moi, je faisais des travaux qui étaient complètement centrés sur la langue et qui étaient, d'une certaine façon, un petit peu mis à l'écart hein, et regardés d'une façon un peu bizarre. Un mot sur Chéreau, dont on a parlé avec Daniel Thompson et Pascal Grégory. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce besoin de soirée Chéreau dans ces langagières? Alors, c'est une proposition en fait des visiteurs du soir qui un jour m'ont appelé et m'ont dit voilà, Pascal Grégory prépare un travail sur Chéreau, il serait juste de le faire au TNP. Et de ce point de vue-là, je trouvais ça juste. C'est-à-dire qu'il me paraissait normal que sur le plateau du TNP, on salue Patrice Chéreau dans des textes qui parlent de son rapport à la langue. Maintenant, c'est pas un metteur en scène. L'amour voilà, mais c'est pas un metteur en scène langagier. Tout à fait. Du tout. C'est un metteur en scène du scénario, c'est un metteur en scène de la langue véhicule. Et pour être franc, Phèdre, j'étais comme ça, moi, parce que le rapport à la langue... C'est quoi comme ça? Comme ça, c'est-à-dire que j'étais très rétif à la façon de traiter le vers. Et c'est pas... Alors, c'est pas critique vis-à-vis de Chéreau en soi, mais moi, c'est compliqué avec l'héritage qui est le mien, hein, puisque j'héritais de tout cela. Mais je suis une ligne, on va dire, plus inspirée par Vitesse, par exemple, et à un rapport poétique au plateau, que inspiré de Planchon ou de Chéreau. C'est-à-dire que la dépense au plateau qu'il y a chez lui, le magnifique, hein, absolument la magnifique poétique visuelle de Chéreau, moi, ne me concerne pas. Et je ne suis pas à l'endroit de ce qu'il dit sur le sens, tout ça, je suis plutôt sur l'excès, moi, que sur le vérifiable, en mettant en scène poétique. Vous êtes un excessif, donc. Dans ce domaine-là. Je voudrais qu'on termine. Il y a toujours quelque chose qui est fascinant quand on vient voir l'architecture, le quartier, l'architecture du TNP, le quartier où est implanté ce théâtre national populaire. Et il y a là quelque chose d'une très belle mixité. Et à la fois architecturale, mais sociale surtout, à un moment où la Méditerranée est un cimetière pour le réfugié. Un mot sur ce quartier. Oh ben c'est un point d'équilibre miraculeux, c'est la place Lazare-Goujon telle qu'elle est, le samedi, avec ses mariages, qui sont des mariages de confessions multiples et de manifestations culturelles multiples, dans un espace pacifié, parce que l'espace est pacifié. Je ne dis pas qu'on n'y a pas vu quelquefois des tensions vérifiables. Mais en tout cas, l'équilibre de cette commune existe. De la mairie, je pense que c'est aussi une histoire. Quoi. On est en terrain à Lobroge, qui eux-mêmes étaient en face de tribus gauloises de l'autre côté du Rhône et qui se constituaient en résistance. On est sur un territoire ouvrier qui s'est constitué aussi en résistance vis-à-vis de la bourgeoisie lyonnaise. Il y a une rue des Bienvenus ici. Donc il y a eu très vite une structuration d'immigration qui arrivait et qui alimentait la grande industrie locale. Donc il y a une sorte d'esprit très étonnant, quoi, collectif, et on est dans un lieu qui, ayant cette histoire, cette vieille histoire, hein, irrédentiste, c'est le Dauphiné ici, donc on est en face des autres, c'est constitué avec une sorte d'arrogance. Il y a une certaine arrogance, il y a une certaine fierté, une certaine résistance qui fait que ça crée communion. Au fond, on le sait bien d'ailleurs, toute nation se constitue vis-à-vis de l'attaque extérieure. C'est-à-dire qu'on constitue l'unité parce qu'on est attaqué. Et d'une certaine façon, socialement, il y a une attaque ici. C'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir légitimement
non pas exclus, mais en tout cas exploités, ça c'est sûr. Donc du coup, ça crée une cohérence que je trouve en équilibre, et puis avec ce quartier qui est quand même, qui n'était pas le lieu d'un projet d'urbanisme, ça a été une conquête sur des petit à petit, hein, sur les terrains se libérant, avec une volonté qui est la grande volonté socialiste humanisante du docteur Lazare Goujon, et on a construit Célesteville. On est chez Babar ici, enfin, c'est les éléphants. On a les gratte-ciels, c'est les grandes maisons des éléphants. Il y a le palais du travail et puis il y a la mairie. Et vous l'avez en tout petit Oui, je l'ai là. J'ai en tout petit. Quel est l'objet qui vous prolonge, comme on dit toujours dans voilà, cette l'objet émission qui me prolonge, c'est ça. Et Vous voyez qu'est-ce bien. Alors une fève ça, oui, je crois que c'est le seul théâtre de France qui, à l'Épiphanie, a une fève dans les galettes. Et ça en dit très long sur la fierté que peuvent avoir ses habitants, et sur l'architecture des gratte-ciels, et sur ce lieu. Et donc, Bétan, hein, qui est la boulangerie sur l'avenue Henri Barbus, a mis le TNP dans ses fèves, et je l'ai eu en plus. Le jour où on a tiré les rois, je l'ai eu là, et je l'ai eu la première fois où j'ai tiré les rois avec Roger Planchon. J'ai dit à Roger, j'ai la fève. Et une dent cassée. Une dent cassée, bien sûr. Je voulais vous remercier, avant de vous poser une dernière question, vous remercier Laure Charvin, qui est la secrétaire générale des Langagières, de votre accueil et de ce mécénat singulier. Oui, hein, bien sûr. Le théâtre public pour la télévision publique, ça c'est quand même formidable. Ma dernière question porte sur un conseil de lecture. Ça devient un poncif dans cette série qu'on fait ici. Là, évidemment, moi je lis tous les poètes, etc. Mais il y en a, c'est Frédéric Gros, c'est Désobéir. Je trouve que ça... Désobéir. Oui. Vous venez de parler du service philosophie, public qui c'est un tendait la main au éditorial. service public. Voilà, c'est Pas Désobéir, c'est éditorial. un ouvrage qui nous avertit des dangers de soumission prémonitoire qui sont les nôtres, et de la culture installée en chacun et dans les entreprises à quel point de soumission et de délation organisée. L'ouvrage est formidable parce qu'il est en même temps une leçon de civisme, mais en même temps une leçon pour se méfier d'une application par trop stricte de règles nous concernant tous. Pour conclure cette troisième émission enregistrée ici au TNP à Villeurbanne, ceci que je découvrais dans l'Humanité des 25, 26 et 27 mai 2018, la publication par l'éditeur et le critique Éric Cazan d'un essai documenté sur Balzac et Paris. On parlait de Balzac tout à l'heure. Et Éric Cazan, donc ce livre, cet essai a pour titre Balzac Paris, aux éditions Éric Cazan, La Fabrique. Et pour terminer, pour faire écho à ce que vous venez de dire, ceci de mon confrère de l'Humanité qui écrit « Pour l'éditeur, le livre est semblable à un pavé, c'est un lieu insurrectionnel à part entière qui contribue à la déstabilisation de l'ordre existant. » Merci, d'être là, et pas seulement de nous avoir accueillis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Notamment, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Nonobstant, nous sommes contents d'être ici et de vous retrouver demain pour une autre émission avec notamment Charles Julier. À demain. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.